20h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le procureur financier annonce l'ouverture d'une information judiciaire et l'enquête est confiée au 3e cabinet d'instruction. Le parquet financier évoque plusieurs irrégularités dans la passation et l'exécution de 2 marchés publics dont les contrats incriminés ont été signés respectivement le 22 octobre 2020 et le 6 juillet 2023. Et saisine du Conseil constitutionnel, Ousmane Sonko dénonce un complot politique et avertit pour le leader du parti PASTEF. Cela relève d'une stratégie politique destinée à lui barrer la route. Et par rapport à ce recours des députés de Takoualou au Conseil constitutionnel pour l'annulation de la réintégration d'Ousmane Sonko, ce recours n'a aucune chance d'aboutir parce que le Conseil constitutionnel ne peut pas interférer dans les affaires internes de l'Assemblée nationale tels que les conflits liés au règlement intérieur ou l'élection du bureau. C'est l'avis du juriste Amadou Gueye que vous entendrez dans cette édition. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Le parquet financier, dans un communiqué, annonce l'ouverture d'une information judiciaire et l'enquête est confiée au 3e cabinet d'instruction. Le parquet financier évoque plusieurs irrégularités dans la passation et l'exécution de 2 marchés publics dont les contrats incriminés ont été signés respectivement le 22 octobre 2020 et le 6 juillet 2023. Les montants en jeu sont de l'ordre de 11 178 millions de francs CFA. 602 000. Les personnes mises en cause sont poursuivies pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, faux usage de faux et blanchiment de capitaux. Et après son limogeage à la tête de la primature, le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a effectué une sortie médiatique hier après-midi. L'ancien Premier ministre confirme sa séparation du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, face à la presse. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a révélé plusieurs désaccords qui ont entraîné leur mésentente. Je vous propose d'écouter Ousmane Sonko. Il est ici au micro d'Ibrahim Khalil Djemé et de Cheikh Tidiane Sène. M'emprisonner, m'empêcher d'être candidat et de toute évidence, et vu la configuration, c'est les mêmes pratiques qu'il compte continuer. Donc à plusieurs reprises, j'étais allé le voir pour lui proposer cette solution qui consistait de manière concertée à ce que je puisse me décaler moi vers l'Assemblée nationale, qu'ensemble nous discutions pour choisir un Premier ministre issu du parti, parce que c'est le parti qui est majoritaire. Je lui ai proposé ça à 3 reprises. Il est obligé. Il avait voulu que moi j'endosse partiellement, parce qu'il avait voulu que je dise que nous avons, c'est d'un commun accord que nous avons décidé de nous séparer. J'ai dit non. Si on discute et qu'on trouve des convergences, des accords, je peux le faire. À défaut, il faut que vous preniez la responsabilité de dire que vous m'avez limogé. Ils sont allés voir le Premier ministre et ils ont discuté sur les questions que le parti avait soulevées, notamment la gestion de la dette, le pouvoir d'achat des Sénégalais, son maintien, à défaut de baisser au moins son maintien au niveau actuel. Ça a été un combat pendant des mois et des mois à la primature. Ensuite, la question des renégociations des contrats stratégiques du pays, sur laquelle nous avons eu des résultats appréciables. Et enfin, la question de la justice et la reddition des comptes, qu'on avait promis aux Sénégalais, mais qui est totalement sabotée depuis qu'on est là. Et sabotée de l'intérieur. Ce qui fait qu'en 2 ans, il n'y a rien qui a été fait au niveau de ces dossiers. Rien de consistant en tout cas. Le président du parti PASTEF est revenu à la charge et avertit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur un éventuel complot contre sa personne. Selon lui, il ne veut surtout pas qu'on le pousse à user de sa majorité parlementaire pour installer une crise institutionnelle ou une motion de censure, ce qui n'est pas souhaitable pour le pays. Je vous propose toujours d'écouter Ousmane Sonko, au micro toujours d'Ibrahim Khalil Djemé et de Cheikh Tidiane Sène. Nous sommes
qu'il le veuille ou pas, dans une situation de cohabitation. Il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale sur 165. Un seul. PASTEF a 130 députés sur 165. Ça, si ça n'impose pas la cohabitation, ce serait quoi la cohabitation? Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres d'ailleurs, actuellement, dans la configuration actuelle. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable, dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Je lui parle en tant que grand frère, je ne parle même pas du président. Ils ne lui rendent pas service. La politique a ses règles. Dans tous les pays du monde, on est obligé. Même dans les pays où le régime est présidentiel strict, comme aux États-Unis, quand le président perd les élections de mi-mandat, il est obligé de faire avec un congrès où il est minoritaire et il négocie pour ne pas avoir de shutdown et qu'on lui adopte son budget. C'est ça la démocratie. Parce que c'est la volonté populaire qui s'est exprimée et qui a dit je confie l'Assemblée nationale à cette force politique. Il faut respecter cela. S'il ne le veut pas, il va nous entraîner vers une crise dont le pays n'a pas besoin. Les Sénégalais sont fatigués. Ce qu'ils attendent de lui, en tant qu'exécutif, avec son gouvernement, son budget, c'est de faire moins de politique politicienne, et malheureusement il s'est encadré de gens qui ne font que ça, et de se mettre au travail. Nous sommes là pour l'accompagner. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si je le voulais, et si PASTEF le veut, demain, en tout cas dans 72 heures, ce gouvernement peut tomber. Parce qu'on a la possibilité de censurer. Mais on n'est pas dans des histoires de vendetta. Parlons du revirement de situation au sein de l'opposition parlementaire alors qu'elle avait initialement annoncé qu'elle ne saisira pas l'Assemblée, le Conseil plutôt constitutionnel après l'élection du président de l'Assemblée nationale. La coalition Takku Wallu a finalement décidé de déposer un recours, une décision qui suscite de nombreuses interrogations et relance le débat sur les conséquences juridiques et politiques. Un éventuel verdict favorable pourrait entraîner un récit de Mame Sokhna Dramé. Pourquoi Takku Wallu a-t-elle changé de position? C'est la question qui se pose aujourd'hui de nombreux observateurs de la scène politique sénégalaise. Pour rappel, au lendemain de l'élection du président de l'Assemblée nationale, la coalition avait laissé entendre qu'elle n'engagerait aucune procédure devant le Conseil constitutionnel. Mais quelques jours plus tard, changement de cap. Un recours est officiellement introduit. Selon plusieurs analystes, cette décision pourrait être motivée par une volonté de faire clarifier certaines questions juridiques liées à l'éligibilité ou à la régularité de la procédure ayant conduit à l'élection du président de l'institution parlementaire. Derrière cette démarche se joue également une bataille politique. Pour l'opposition, il s'agit de tester la solidité juridique du processus et d'obtenir une lecture définitive du Conseil constitutionnel sur un dossier aux implications majeures. Une autre question revient avec insistance. Si le recours venait à être jugé fondé, quelles pourraient être les conséquences pour Ousmane Sonko? Certains spécialistes estiment qu'une question défavorable pourrait ouvrir une question d'incertitude institutionnelle avec des répercussions potentielles sur son mandat parlementaire et, par conséquent, sur sa fonction à la tête de l'Assemblée nationale. D'autres appellent toutefois à la prudence, rappelant que seul le Conseil constitutionnel est habilité à se prononcer sur la portée exacte d'une telle décision. Une question est certaine. En choisissant finalement la voie du recours, Takku Wallu a transformé un dossier que beaucoup considéraient clos en une affaire à fort enjeu politique et institutionnel. Désormais, tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel dont la décision pourrait marquer un tournant majeur dans la vie politique sénégalaise. Et puis, Mame Sokhna Dramé, restons également sur cette affaire, la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale qui continue de susciter des réactions. 19 députés du groupe parlementaire Takku Wallu et des non-inscrits ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester donc la décision du bureau de l'Assemblée nationale du 24 mai 2026. Pour le juriste et analyste politique Amadou Gueye, cette requête aura peu de chances d'aboutir favorablement aux requérants. Je vous propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Abdou Sarr. Donc si on exclut la possibilité d'un contrôle de constitutionnalité,
parce que ce n'est plus possible la loi qui concerne, il ne s'agit pas ici d'une loi qui est contestée avant sa promulgation, ni d'une loi qui est contestée à l'occasion d'un procès devant la Cour d'appel ou la Cour suprême. Donc, ce qui reste peut-être, c'est les attributions du Conseil constitutionnel saisies en matière d'élections, par exemple, législatives. Donc, à ce niveau aussi, il faut savoir que la phase où, en tout cas, les particuliers qui ont le droit de saisir le Conseil constitutionnel, donc par rapport aux candidats de l'élection législative, ou bien leur mandataire, des mandataires des listes, donc des députés, ou bien même les candidats, donc dans l'hypothèse de contestation sur les opérations, par exemple, électorales, cette phase-là est clôturée. Voilà. Donc ce n'est pas anodin que lors de son installation, donc le président du Conseil, le président de l'Assemblée nationale avait s'était prononcé sur donc la déclaration qui a été faite par le Conseil constitutionnel à l'issue des élections législatives. Je pense que c'est une phrase qui est sortie, mais qui n'est pas sortie de façon gratuite comme ça. C'était pour rappeler qu'effectivement, la période de saisine du Conseil constitutionnel en matière d'élections législatives est définitivement clôturée. Donc, en toute objectivité, sans anticiper sur la décision du Conseil constitutionnel, moi je pense que cette requête n'a pas trop de chances d'aboutir à quelque chose de positif. Reparlons de la formation du nouveau gouvernement. La reconduction du docteur Ibrahima Sy à la tête du ministère de la Santé dans le nouveau gouvernement dirigé par Al-Amin Lo a suscité déjà des réactions. Si le président de la République a renouvelé sa confiance au ministre, cette décision est vivement contestée par le coordonnateur d'Andu Guessum, Mballo Dia Thiam, qui dénonce un bilan marqué selon lui par l'absence de réformes et la persistance des tensions sociales dans le secteur de la santé. Mballo Dia Thiam est joint au téléphone par Sira Béatrice Ndion. Le ministère de la Santé est encore en ébullition. Il n'arrive pas à apaiser ce front social-là, de temps qu'il ne se présente jamais aux rencontres de haut niveau. Jamais. Peut-être une fois, peut-être, mais avec Andy Guessum. En tout cas, on ne l'a jamais rencontré au niveau le plus élevé. Mais deuxièmement aussi, il a assisté à la déstructuration même du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui est devenu ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On ne comprend rien, parce que quand on parle de santé et l'hygiène et dans la santé, ensuite maintenant les réformes dont il était question, aucune réforme n'a abouti, parce que toutes les réformes sont déjà à l'étape de conception, que ce soit la réforme hospitalière, on est en train de tergiverser, et la réforme du district, les autres réformes aussi concernant naturellement la carte sanitaire. Bon, ensuite on parle du code de la santé, mais tous ces éléments réunis, aucun de ces éléments donc n'est au point, de temps que Andy Guessum ne cautionne pas cela, n'a jamais pu accepter cela et ne s'est jamais présenté à ces réunions de validation, parce que nous ne pouvons pas valider je m'excuse du terme, de n'importe quoi. Et sur la question maintenant des accords qui sont conclus, sur le plan de carrière, ça c'est lui qui est concerné directement à la fonction publique, rien n'a bouché. Même les techniciens supérieurs qui ont fait l'objet de beaucoup de boucans, jusqu'à présent, aucun technicien supérieur n'a été intégré donc dans la hiérarchie A2, alors que c'est en 2018 qu'on a pu créer ce cadre. Tout à fait autre chose. Quelques jours après la célébration de la fête de Tabaski, l'activité économique peine encore à retrouver son rythme de croisière dans la capitale sénégalaise. Boutiques fermées, ateliers au ralenti, services partiellement à l'arrêt. Dans plusieurs quartiers de Dakar, les effets de la fête se font toujours plutôt sentir. Si de nombreux travailleurs prolongent leur séjour auprès de leur famille à l'intérieur du pays, cette reprise progressive n'est pas sans conséquence sur les échanges commerciaux et le quotidien des Sénégalais. C'est un reportage de Djibril Niane et de Fallou Sek. Après l'effervescence de la Tabaski, Dakar tourne encore au ralenti. Dans plusieurs quartiers de la population, les rideaux restent baissés. Boutiques, ateliers, garages, salons de coiffure et autres commerces tardent à reprendre leurs activités habituelles.
Rester chez soi pendant près de 2 semaines après la Tabaski et délaisser son travail est difficilement concevable. Comme le dit l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est temps de mettre fin à certaines habitudes et de faire preuve de plus de responsabilité. De nombreux travailleurs prolongent encore les festivités auprès de leurs familles à l'intérieur du pays, tandis que d'autres profitent de quelques jours de repos après une période de forte mobilisation liée aux préparatifs de la fête. Qui sont leurs propres DG, le travail dépend d'eux. Eux, ils n'ont pas de problème. Certes, s'ils ne travaillent pas, ils ne gagneront pas rien. Mais je crois qu'eux aussi, ils ont le point de droit peut-être de rester pendant une longueur d'onde pour aussi passer la fête avec la famille, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment retourné ces œufs pendant une décennie. Je crois qu'ils vont profiter sur cette fête pour peut-être familiariser, passer des choses avec la famille et tout. Cette reprise timide n'est pas sans impact sur l'activité économique. Des stratégies, il faut que nous comprenions que le pays est en construction et que pour que ça développe, il faut que la population doit en tout cas avoir un esprit de dépassement et de laisser certaines choses inutiles et de faire face au travail, ça qui est intéressant. Si ce phénomène est récurrent après les grandes célébrations religieuses, les acteurs économiques appellent à une relance rapide des activités afin de redynamiser l'économie. En attendant, Dakar retrouve progressivement son rythme habituel au fil du retour des travailleurs et de la réouverture des commerces. Merci beaucoup, Djibril Niane. Ces reportages mettent en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène en République démocratique du Congo où l'OMS revoit largement à la baisse le nombre de cas suspects en RDC et en Ouganda. C'est la maladie d'Ebola. Cette révision des chiffres ne signifie pas pour autant que l'épidémie est en recul. Elle est simplement le résultat d'une meilleure connaissance de la situation épidémique grâce à l'arrivée de 2000 tests et de réactifs à Bunia la semaine dernière. En RDC, toujours, une partie de l'opposition appelle à une journée ville morte ce mercredi à Kinshasa, une initiative portée par la plateforme C64 qui regroupe plusieurs partis afin de s'opposer à toute modification de la constitution voulue par le pouvoir en place et qui pourrait permettre au président Tshisekedi de rester à la tête du pays après son deuxième mandat. Cette journée ville morte est la première action de la C64 et elle est vue comme un test sur la capacité à mobiliser des opposants. Et puis au Moyen-Orient, l'armée américaine a affirmé hier avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes par missiles et drones contre ses bases et ses alliés dans la région et repliqué en bombardant au sol une île iranienne alors qu'une quatrième session de pourparlers s'est tenue à Washington entre Israël et le Liban. Ce matin, un média d'État du Koweït annonce la suspension du trafic aérien après une attaque contre l'aéroport. À présent, c'est la page sportive. Alamine Senghor, bonjour. Merci, bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Dans l'actualité sportive, nous parlons avec surtout le sacre continental du Sénégal. Le Sénégal est champion d'Afrique donc de la CAN U17 2026 au terme d'une finale disputée face à la Tanzanie. Les Lionceaux se sont imposés donc aux séances de tir au but 4-2 après un score de 1 but partout à l'issue du temps réglementaire. Le Sénégal décroche son deuxième titre continental dans la catégorie U17 et confirme donc une nouvelle fois la qualité de sa formation, son deuxième sacre également durant l'année.
2026 après celui donc des seniors en janvier 2026, bien sûr, sur la terre marocaine. Une génération talentueuse qui entre à son tour dans l'histoire du football sénégalais. Félicitations donc aux jeunes joueurs et surtout félicitations au gardien de but Hassan Sarr qui a porté le Sénégal, comme vous le voyez donc, Hassan Sarr, grâce à des prestations exceptionnelles en étant décisif au bon moment, surtout aux séances de tir au but. Hassan d'ailleurs a été sacré meilleur gardien du championnat. Et cette fois-ci, nous parlons de la Coupe du Monde 2026 avec surtout le Sénégal. Après la publication officielle des 26 joueurs retenus, les numéros des maillots sont dévoilés, bien entendu, en vue de la Coupe du Monde 2026. À plus de 8 jours, ou à moins de 8 jours du coup d'envoi de cette compétition prestigieuse, pas de grande surprise à signaler, puisque Sadio Mané portera le mythique numéro 10 quant au dernier arrivé, Bara Sapoko Ndiaye, le jeune hérite du numéro 22, Ibrahima Mbaye, qui portait le dossard numéro 27 lors de la CAN 2025 au Maroc, rappelez-vous, a donc changé de numéro pour prendre le 25 ou bien le numéro 20. Bamba Dian prend le numéro 9 en l'absence de Boulaye Dian. Hassan Diao récupère le numéro 7. Kavi Habib Diarra à la CAN. Quant au dernier Habib Diarra, il donc arborera le dossard numéro 21. Les autres, chacun prend son numéro habituel. Cette fois-ci, nous parlons de la Ligue 2 sénégalaise. La dernière journée se joue aujourd'hui, donc ce mercredi. C'est donc ce soir à partir de 17h. Les matchs vont donc se disputer sur les terrains. Et bien, sachez que voici donc le tableau, dirait-on, des affiches avant donc de faire le clin d'œil sur le classement. Avant l'entame de cette dernière journée du championnat, UCST Port fera face à Djambour. Ce sera au stade municipal de Mbaou, au stade Massensen de Fatick. Diamono de Fatick reçoit l'équipe de Guelwaar FC. NGB Niary joue contre Djambar. Bambey Thiès FC. Esamaï FC défie l'équipe de Abitié FC. Oslo FA joue contre le Dakar Université Club. Ce sera donc au niveau du stade de Yoff, toujours à 17h. Teranga SC au stade Alassane Djigo face à l'équipe de Kaffrine, là où l'équipe de Saloum croisera le fer au stade Diagali Bakayoko avec l'équipe de l'AS Douane au classement. Donc avant le coup d'envoi de ces matchs, sachez que Esamaï FC est donc leader pour l'instant à la tête de la deuxième division avec 45 points, talonné par l'équipe de Djambar qui a donc 44 points à égalité avec l'AS Douane de Dakar University Club, donc à 43 points. Tous ces 4 clubs peuvent donc être relégués en première division s'ils parviennent bien entendu donc à garder une victoire. Et bien sachez que donc la deuxième division se jouera jusqu'à la dernière minute dans ce championnat. Ce sera donc ce soir, les résultats, nous y reviendrons avec surtout les équipes qui vont être reléguées en première division et ceux qui sont relégués forcément en National 1. C'est la fin de cette page sportive, Fatou Ndiaye. Merci beaucoup, Al-Amin Senghor. Et tout de suite, la revue de la presse. Bonjour, Ousmane Sonko brise le silence. L'ex-premier ministre sénégalais, aujourd'hui devenu président de l'Assemblée nationale, président du parti PASTEF, a fait une déclaration hier mardi, quelques heures après la mise en place du nouveau gouvernement d'Al-Aminou Lo. Il a fait des révélations explosives sur un limogeage expédié par un simple message, dénonciation des blocages internes sur la reddition des comptes et refus catégorique de ramasser les miettes d'un gouvernement privé de portefeuille régalien. La rupture de fond avec le président Bassirou Diomaye Faye est désormais actée en rejetant la figuration au sein de l'attelage d'Ahmadou Al-Aminou Lo. La majorité parlementaire bascule dans une cohabitation responsable inédite au sommet de l'État. Sonko brise donc le silence et recadre le palais, affiche le quotidien Yoor, revenant sur les péripéties de son limogeage et des négociations dans la formation du nouveau gouvernement. Ousmane Sonko déballe grave sur Diomaye et avertit, renchérit les Échos, mettant en exergue les propos de Ousmane Sonko. Il a voulu que je déclare que nous nous sommes séparés, donc comme accord, j'ai refusé. Nous sommes, que le président le veuille ou non, dans une situation de cohabitation. Parce que selon lui, le président Bassirou Diomaye n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale et PASTEF, à son tour, à 130 sur les 165. PASTEF a 0 ministre dans ce gouvernement. Ceux qui sont dans le gouvernement ne représentent
que même pas le parti, a rassuré Ousmane Sonko, qui est revenu dans cette déclaration sur le pacte de Cap Manuel. Ces discussions avec le président Bassirou Diomaye Faye, sa sortie à l'Assemblée nationale sur les fonds politiques, son limosage, la formation du nouveau gouvernement, les relations du leader de PASTEF qui met en garde aujourd'hui contre tout complot. Ce qui fait que Vox Populi parle d'un gros déballage et les menaces de Sonko contre Diomaye et le premier ministre Ahmadou Al-Aminoulo. Ousmane balance donc ses missiles sur le palais et éclate le deal du Cap Manuel. Il a soutenu qu'on ne s'est rien dit à Cap Manuel. Je suis obligé de clarifier, je le jure devant Dieu, ce qu'on s'est dit quand il est venu dans ma chambre avec un carnet, le premier et le deuxième mandat, ce qui a été convenu dans le secret de la prison pour le terme du mandat en cours, puis redit devant témoins. En tout cas, le leader de PASTEF, lui, lors de cette déclaration de presse au lendemain de la formation du nouveau gouvernement, a clarifié les positions. Diomaye Sonko, aujourd'hui, c'est le clash, s'exclame enquête. Le président de PASTEF est tombé sur son successeur à la primature. Je sais beaucoup de choses sur ce qui s'est passé et ce qu'il